oui, ben d'accord. Ok, et bah écoutez, bienvenue donc pour cette 5e journée du praticien PNL. Donc le praticien PNL, c'est le moment où on rentre un petit peu plus dans le travail en profondeur de notre façon de fonctionner. Et pour commencer, on va donc renforcer, on va approfondir la question de l'identité. On a vu qu'on était sur un travail qui permet d'aller, on va dire, déraciner, en tout cas reconnecter aux racines, aux valeurs racines, donc à ce qui est important pour nous depuis longtemps, qui fait partie de notre nature. Et on voit comment il est important d'être connecté en conscience du fait qu'on a un certain nombre de faisceaux de valeurs, donc de valeurs qui viennent de loin, qui sont les valeurs, des choses qui sont importantes pour nous, par exemple comme, je ne sais pas, la liberté, la joie, le plaisir, la bienveillance, l'altruisme, ce genre de choses. Et se rendre compte que parfois dans notre vie, on a fait des choix, où on a été amené par des conditionnements, par des successions de choix, on a été amené à faire des choses ou à vivre une vie qui n'est pas en adéquation avec ce fameux système de valeurs. Et quand ce système de valeurs n'est pas satisfait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? On ressent qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire qu'une valeur, c'est une croyance qui est en lien avec une façon de penser intellectuelle. La liberté, c'est le fait de pouvoir faire et dire ce que je veux. Mais pourquoi je me dis que la liberté, c'est faire et pouvoir dire ce que je veux? C'est parce qu'à l'intérieur de moi, quand je sens au fond de moi que de faire et dire ce que je veux, ça va avoir une vertu émotionnelle, ça va m'apporter une satisfaction, une forme de récompense. C'est-à-dire que je vais me sentir mieux quand je fais ça, quand je fais et que je dis ce que je veux. Et donc je vais avoir un ressenti. Et ce ressenti, c'est un indicateur qui me dit, là, tout de suite, tu es en train de satisfaire ta valeur de liberté. Si par exemple j'ai une valeur de bienveillance, intellectuellement, donc au niveau cognitif, sur le plan de la façon de la concevoir, de la percevoir, je veux dire, la bienveillance, c'est l'idée de veiller au bien dans la façon de fonctionner des uns avec les autres. Si vous vous retrouvez dans une situation où quelqu'un est en train d'insulter une autre personne ou est en train de lui faire du mal d'une façon ou d'une autre, vous allez ressentir à l'intérieur de vous un sentiment, une colère ou une tristesse ou un rejet de la situation, enfin vous allez ressentir quelque chose qui va vous faire dire, là pour moi, il n'y a pas la bienveillance que j'estime être importante, que j'évalue être importante. Et comment vous allez le savoir? Vous allez le savoir pas parce que vous voyez quelqu'un en train de crier sur quelqu'un d'autre, mais parce que quand cette personne crie sur quelqu'un d'autre, vous ressentez à l'intérieur de vous un état intérieur désagréable. Et donc on a des états intérieurs agréables, des états intérieurs désagréables. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'un état intérieur, évidemment, ce n'est pas qu'une émotion, c'est aussi parfois une forme d'énergie. Est-ce que je suis en forme en ce moment? Est-ce que je suis dans une bonne vibration? Est-ce que je suis dans une haute énergie, dans une basse énergie? Donc tout ça, on le voit au niveau des bases de la PNL. Et il va y avoir aussi des sentiments. Donc, on pourrait parler de sentimental, d'un ressenti qui est en lien avec une idée qu'on se fait des choses. Le sentiment, c'est un ressenti qui est lié au mental et qui est maintenu dans le temps. C'est-à-dire, si par exemple, je te vois une première fois et que premier effet que tu me fais, tu arrives, tu me fais un grand sourire, je te trouve beau, je te trouve belle, sympathique, accueillant, enfin je sais pas, tu me fais une émotion de joie, alors je vais être dans l'idée que tu es quelqu'un qui peut m'apporter de la joie. Si je te revois une deuxième fois et que tu confirmes ça, c'est-à-dire que par ton sourire et ton approche et ton charisme, ta façon d'être sympathique, tu recrées chez moi de la sympathie. Sympathique, c'est le système nerveux qui est en lien avec le monde extérieur et qui va te faire ressentir des choses en lien avec le monde extérieur. Donc la sympathie, c'est ça. Quand on dit la sympathie, c'est le système nerveux sympathique qui dit « Ah tiens, ça c'est agréable ». Et du coup, je vais avoir, dans ma tête, je vais me créer l'idée de dire « Cette personne », au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, cette personne, je l'aime bien. J'ai un sentiment favorable à son égard. Sentiment, c'est mon mental m'indique ou se rappelle que j'ai un ressenti qui est favorable à l'égard de cette personne. Ou le ressenti que j'ai à l'égard de cette personne me fait me dire mentalement que c'est quelqu'un que j'aime bien, que j'apprécie pour telle et telle et telle raison. Donc je crée des sentiments qui sont durables dans le temps. Une émotion, à la base, c'est quelque chose qui n'est pas durable. C'est quelque chose qui est immédiat. Donc, quand on va parler d'alerte émotionnelle,
on sait qu'au niveau des émotions, on a des émotions qui sont des émotions, on va dire, fondamentales, primaires, et qui sont les mêmes pour tout le monde. D'ailleurs, je crois que c'est Paul Ekman qui avait étudié justement le système émotionnel et qui avait été voir un peu dans toutes les cultures et qui s'était rendu compte que, quelle que soit la culture, quel que soit l'être humain, une émotion se voit dans l'expression de son visage. C'est-à-dire que si c'est du dégoût, si c'est de la colère, si c'est de la joie, ça va toujours être les mêmes expressions de visage. Et alors qu'un sentiment va être plus difficile à détecter et ne va pas forcément être exprimé de la même façon par les personnes. Mais les émotions, donc on a les émotions, la joie serait la seule émotion positive. Après, sinon, il y a la colère, le dégoût, le rejet et la tristesse. Donc on a 5 émotions normalement primaires. Et après, toutes ces émotions primaires, elles peuvent se concocter, se mélanger les unes avec les autres pour donner des choses un petit peu plus complexes. Donc on est sur quelque chose logiquement qui est immédiat. Émotion, ça vient de immovere, donc se mettre en mouvement. Donc c'est quelque chose qui nous anime, qui se met en mouvement, qui nous met en mouvement immédiatement. Et d'ailleurs dans le cerveau, ce qui se passe, c'est que il va y avoir une perception d'une situation extérieure et le corps, parfois d'ailleurs le corps avant le mental, c'est-à-dire le corps avant que l'esprit puisse y réfléchir, va mettre en œuvre des sécrétions hormonales, donc des hormones, des neurohormones, des neuropeptides, etc., d'une certaine façon, pour activer le corps, pour avoir une réaction spécifique à telle ou telle chose. Une réaction de colère, une réaction de joie, une réaction de dégoût, une réaction de tristesse, etc., du désir, de la peur. Donc on va avoir tous ces phénomènes-là qui vont souvent se mettre en action avant que notre tête puisse penser l'action. Pourquoi ? Parce que ça se passe au niveau de notre système nerveux instinctif et limbique, donc au niveau de notre système reptilien et limbique, et que ça, c'est du cerveau rapide. Action-réaction. Sauf qu'on a un cerveau préfrontal, et on a un hémisphère préfrontal, qui lui, derrière, réfléchit en fait, dit « Ah, tiens, tu viens de réagir comme ça, tu viens d'avoir cette émotion à l'égard de telle situation, il vient de se passer ça, qu'est-ce qui se passe en toi ?» Qui va mettre, on va dire, qui va aider à prendre du recul, qui va aider à mettre de la conscience, conscientiser ce qui est en train de se passer. Donc on va mettre en conscience, tiens, telle personne m'a dit ça, c'est insupportable qu'elle me dise ce genre de choses, je réagis émotionnellement, ou alors j'ai réagi émotionnellement sur le moment, j'ai pas compris pourquoi, mais je viens de comprendre qu'elle m'a fait elle a eu telle réaction, elle a fait telle chose. Et parfois c'est difficile de détecter, est-ce que c'est la pensée qui a suscité l'émotion ? Parce que parfois il y a des perceptions qui se font sur un plan qui ne sont pas conscients. Donc on a une émotion avant même qu'il y ait une pensée mentale qui vienne dire les choses. Donc est-ce que c'est le ressenti qui a amené la pensée, ou est-ce que c'est la pensée qui a amené le ressenti ? Et à la limite, ça c'est pas très grave, parce que selon les contextes, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. En tout cas, les sentiments, c'est-à-dire des façons de réagir récurrentes face à des situations, là on sait que c'est souvent le mental qui va percevoir une situation, interpréter cette situation, et en fonction du système de croyance, générer une réaction. On parlait tout à l'heure avec Cécile Flora de l'idée de l'idée d'agir, d'être en action, de faire les choses quand il faut les faire, et d'abord de finir toutes les choses que tu as à faire avant d'imaginer que tu puisses éventuellement te reposer ou te faire du bien. Si dans son système, si elle voit quelqu'un qui va se reposer alors qu'il y a peut-être encore des choses à faire, elle va créer dans son sentiment, dans son système de croyance, elle va se dire « Ah ça, c'est pas normal, ça se fait pas, c'est feignant, c'est avoir la flemme, il peut y avoir un jugement, un truc qui passe à l'intérieur et qui fait « Ça, c'est pas correct, par rapport à mon système, tu te reposes pas si tu as encore des trucs à faire. » Donc, je crée en moi une émotion, je crée en moi une réaction émotionnelle, je crée en moi un ressenti par mon système de pensée. Mais sur le plan de l'émotion elle-même, le fait que, si je ne me préoccupe pas de ce que font les autres, et si je ne me raconte pas une histoire à l'égard de ce que font les autres, en fait, que la personne aille se reposer ou pas se reposer, ça n'a absolument aucune importance. Je ne suis pas obligé de réagir au fait qu'une personne aille se reposer, elle va se reposer, c'est son truc, c'est sa vie, c'est son moment. Moi, je peux très bien décider de vivre autre chose, autrement, de faire les choses autrement, et ça peut être ok. Mais ça, l'émotion,
enfin le sentiment va toujours inclure le côté affectif, le côté relationnel. Qu'est-ce qui est en train de faire l'autre? Qu'est-ce qui est en train de dire l'autre? Et qu'est-ce que ça génère chez moi? Et je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait ou avec ce qu'il dit. Alors du coup, je me mets dans cet état d'esprit où je crée en moi cet état interne. Et donc on revient sur cette idée que il y a un système de valeurs qui est un système d'évaluation, de croyances qui nous permettent d'évaluer avec certains critères ce qui nous arrive ou ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas bon pour nous. Il y a une question. Ouais, ce qui est bon pour les autres ou pas bon pour les Il y a autres. quelqu'un qui dit avec l'état de la crise sanitaire et le masque, ça nous empêche de deviner les émotions et les différentes réactions sur la tête des gens. Ouais. Et du coup, ça serait intéressant de s'imaginer qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur les enfants en bas âge, le fait que justement on voit moins les émotions sur la tête des gens, donc du coup on peut les voir dans avec les mains ou avec les yeux, etc. Mais ça va soit nous aider à développer nos sens de manière plus fine en observant du coup plus les yeux et le haut de la tête, soit nous couper complètement des alertes émotionnelles et créer des dégâts sans précédent sur les enfants qui vont grandir. Pour les enfants qui sont vraiment là depuis quelques mois, qui viennent au monde et qui ont besoin du retour, du regard, en fait les enfants ils regardent toutes tes expressions, ta bouche, tes mimiques, ils ont besoin de la logorée verbale, ils ont besoin des mots, des articulations, parce qu'ils ont des neurones miroirs qui sont en train de prendre en compte tout ce qui se passe. Donc enlever la bouche et dire que oui, juste au travers des yeux, oui, c'est comme un enfant qui est aveugle, il va développer d'autres sens pour arriver à percevoir la réalité. Moi, ce que j'ai vu la dernière fois, c'est que quand j'étais en grande surface, il y avait un bébé qui était là dans son chariot, et que évidemment tout le monde était masqué, moi aussi, et qu'en fait, il me regardait comme ça, la bouche ouverte, et qu'en fait, je le regarde et je lui fais des grands sourires, mais derrière mon masque. Et en fait, il continue de me regarder comme si de rien n'était. Et au bout d'un moment, je me dis, ah c'est bon, j'enlève mon masque et je lui fais un grand sourire. Et là, il a mis un temps. Mais il a fait. Et puis il s'est mis à sourire aussi. Puis après, il me lâchait plus du regard. Il me souriait, il me lâchait plus du regard. Et sa mère lui dit, mais qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en fait, il était un peu comme ça. Il s'était mis un peu en arrière. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tiens-toi correctement, machin bidule. Et puis, voilà, il y a eu une réaction, il y a eu un sourire, il y a eu un échange. S'il sourit, il a une émotion qui va avec, physiologiquement parlant. C'est pas pareil quand tu souris que quand tu souris pas. On est bien d'accord? Sur un plan physiologique, quand tu souris, ça veut dire qu'il y a un état interne qui se met en action. Puisque nos mimiques, nos réactions physiologiques sont en lien avec des ressentis émotionnels. Si je te fais sourire pendant 10 minutes, au bout de 10 minutes, tu vas commencer à te sentir plus joyeux. Si je te fais faire la gueule pendant 10 minutes alors que tu es joyeux, au bout de 10 minutes, ton système nerveux va commencer à se dire « Ah tiens, s'il y a cette expression de visage, si les muscles sont contractés de cette façon, s'il y a telle chose, ça veut dire que ça ne va pas. » Et il va aller te chercher des expériences ou il va aller te chercher des états intérieurs qui sont en lien avec le fait de ne pas aller bien. Donc, bien évidemment que ce qui est en train de se passer, ça va avoir un impact sur la psychologie des gens. Et d'ailleurs, ils sont déjà en train de découvrir qu'il y a des taux de suicide qui sont alarmants au Japon et qui vont être, à mon avis, alarmants dans le monde entier et qui vont certainement dépasser largement le bénéfice qu'on a eu à se mettre des masques ou le bénéfice qu'on a eu à être confiné sur un plan de la santé. Donc, oui, c'est sûr que sur un plan psychologique, il va se passer des choses. C'est obligatoire quand tu vas contre la nature. Tu crées des précédents. Enfin, tu crées des choses. On est fait pour avoir un visage qui est ouvert, qui respire, qui sourit. On est fait pour se parler. On n'est pas fait pour avoir des masques sur la tête toute la journée. Et donc, évidemment qu'il va y avoir un impact. Après, c'est toujours l'histoire du bénéfice-risque. C'est-à-dire, c'est toujours l'idée de dire, est-ce que finalement ça a valu le coup pendant un temps d'être comme ça pour que la contamination, pour que je ne sais quoi, pour sécuriser les gens peut-être sur le fait que comme tout le monde est masqué, alors je risque moins d'être malade. Ça va être difficile à établir, il va vraiment falloir faire des études psychologiques et pour le coup, voir qui fait ces études. Voilà, qui sont les scientifiques, quels intérêts ils ont derrière, est-ce qu'ils font des études pour confirmer que le gouvernement avait raison, hein? Puis on se rend compte que leur budget, il vient de je ne sais quoi, ou est-ce que c'est vraiment des chercheurs indépendants et des scientifiques qui vont se dire, bon, on a vraiment envie de comprendre ce qui s'est passé là, et l'impact que ça a pu avoir. Bref, tout ça étant dit, ce qui se passe, c'est que ce que tu viens de dire a aussi un impact sur le système de valeurs. Pourquoi? Parce que moi, j'estime, par exemple, dans ce que je viens d'expliquer, j'estime que l'être humain a une façon de fonctionner naturelle, son système nerveux, son système immunitaire. Moi, je suis très naturopathie d'une certaine façon, je suis très Hippocrate dans sa version de la médecine originelle, où il n'y avait pas encore tout un tas de trucs chimiques. Et même si je trouve que la médecine et la technologie a fait des progrès, je me dis qu'il y a
je donne beaucoup d'importance au côté naturel, au côté, aux forces vives du corps, aux forces naturelles du corps. Et par exemple, interdire aux gens d'aller faire du sport dans leur salle de sport, alors que c'est peut-être ce qui les maintiendrait le plus en énergie et qui leur donnerait le plus un système immunitaire favorable, j'estime, donc mes valeurs me font me dire, là pour moi il y a des erreurs de jugement. Et d'ailleurs les gens qui prennent ces décisions, je ne sais pas s'ils se retrouvent souvent dans une salle de sport en train de s'entretenir. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est chacun de nous va avoir son système de valeurs, chacun de nous va donc avoir des critères spécifiques, et chacun de nous va avoir des règles et des principes qui sont importants de mettre en place pour garantir le fait que son système de valeurs soit honoré, soit protégé. Et ce qui va nous donner l'indication, ou les indications, que notre système de valeurs est satisfait ou pas satisfait, c'est ces fameuses alertes émotionnelles ou indicateurs émotionnels qui sont comme une grille de lecture, en tout cas, qui permettent de dire, ok, quand tu ressens ça, donc quand une personne est super en colère derrière son écran ou derrière Facebook en train de vociférer sur des gens qui donnent un avis ou un point de vue différent du sien sur une chose qui est en train de se passer sur un plan sociétal ou politique, il est plus en train d'exprimer. C'est pas l'idée qui défend, c'est pas tant l'idée qui défend, parce que l'idée est juste reliée à un système de croyance, et donc reliée à un système de valeurs, mais parfois la croyance est fausse, mais c'est pas grave, pour lui elle est vraie, parce que s'il en a la croyance, ça veut dire que c'est vrai, et donc pour lui, il est vrai que les choses devraient être autrement, et qu'il serait important que les gens fonctionnent d'une façon différente, et donc il va être en émotion de rejet, par exemple, de mécontentement, parce que des fois il y a des cocktails, rejet, mécontentement, etc. Et il va peut-être être en réaction, et il va avoir besoin d'exprimer sa réaction, et parfois en insultant les autres, parfois en les discréditant, parfois en les traitant de je ne sais quel mot d'oiseau, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, parce qu'au départ il y avait des gens qui traitaient les autres de moutons, de conformes, de conformistes, de lâches, comment on dit, de collabos, de machin. Puis après, il y a eu les autres qui ont dit oui, mais les autres sont des complotistes, sont des machins, sont des trucs. Et pourquoi les gens utilisent tous ces termes? C'est parce qu'en fait, ils, d'une certaine façon, cherchent à défendre un système de valeurs sous-jacent, un système de croyances relié à un système de valeurs, avec des règles et des principes qui, selon eux, devraient être appliqués par tout le monde et devraient être généralisés, puisque quand on a un système de croyances, on généralise nous-mêmes, donc on devrait généraliser le principe. Et on n'est pas d'accord avec le fait que les autres ne pensent pas pareil et ne veuillent pas utiliser les mêmes comportements dans la même situation pour aboutir au résultat. Donc pour satisfaire une même valeur, parfois on utilise des comportements qui sont très différents. Et quand justement c'est intéressant, parce que quand les gens parlent de complotistes, ils disent oui, les complotistes, comme si les complotistes étaient des comploteurs. C'est ça qui est drôle, c'est qu'ils sont décriés, alors que de tout temps, les gens qu'on aurait pu taxer de complotistes étaient des gens qui analysaient au préalable des situations, qui faisaient des hypothèses sur peut-être que cette situation est liée au fait que tel et tel type de personnes sont en train de vouloir mettre en place des choses. Parfois c'est faux, parfois c'est vrai. Il s'est avéré que ça a été vrai dans l'histoire, qu'il y a eu des complots et que ces complots étaient jusqu'au bout. Et qu'il y avait des gens, au moment où ils commençaient à dénoncer le truc comme c'était pas encore arrivé, les autres disaient non mais toi t'es parano, t'es complotiste. Et une fois que le truc était arrivé, ils disaient ah ouais non mais de toute façon c'est logique, enfin oui, enfin c'est normal, et puis c'est peut-être c'est lié au hasard, et puis oui enfin tu vas pas nous emmerder avec le fait que toi t'en avais parlé il y a 6 mois, les choses elles se sont déroulées comme ça. Et donc c'est drôle parce que c'est... Non mais c'est marrant, moi je trouve... Tu es en train de dire que le nuage de Tchernobyl il a passé la frontière? Non. Ah non, non, ça, pas en train de dire ça. Non. L'État et les médias étaient vraiment catégoriques. Il s'est arrêté à la frontière suisse et allemande. Voilà, il n'a pas traversé la France. T'inquiète pas, tout va bien. Okay. Tu peux continuer de manger des champignons. Ils sont un peu nucléaires peut-être, mais... C'est ça. Non, enfin voilà. Non, mais c'est une blague. Mais l'idée c'est de dire, oui, bien évidemment qu'il y a des personnes... Et ces gens-là, en fait, pourquoi ils réagissent? C'est ça qui est important. C'est pas ce qu'ils font. C'est qu'ils sont en anticipation. Ils sont dans une anticipation, ils sont en train d'essayer de capter, tiens, qu'est-ce qui est en train de se jouer maintenant, qu'est-ce qui est en train de se faire maintenant, et qui va peut-être amener les gens, ou l'humanité, ou la société, ou mon entreprise, ou ma famille, ou je ne sais qui, à telle problématique. Potentielle, c'est potentiel. C'est une hypothèse.
mais je cherche à protéger les miens. Donc le complotiste cherche à protéger les siens. Donc il a une valeur de protection, une valeur de attention, de ne pas nous la faire à l'envers, une valeur de... Ou une valeur d'injustice. Ouais, une valeur d'injustice, de justice, de dire c'est pas normal qu'il y ait des gens qui puissent éventuellement fomenter des choses pour arriver à tel résultat et que les autres sont en train de subir. Donc il a une valeur qui est logique, qui est à la base, au fond de lui, qui est plutôt d'aider les autres. Et le Mais dans la conformisme façon dont il le fait, le conformiste aussi. Parce que le conformiste ou le mouton, le truc, il dit moi je sais pas en fait, peut-être que les informations qui sont données sont justes, peut-être, parce que c'est quand même des gens qui a priori, des politiques, des médias, des scientifiques, s'ils le disent et qu'ils ont l'air d'être d'accord pour certains, ou pour la majorité. Donc si la majorité le dit, c'est peut-être que c'est vrai, donc moi en tant que personne qui suit les règles et qui suit les lois, c'est important pour moi de dire que je vais faire ce qu'on me demande de faire, parce que je suis un bon citoyen, je suis un bon humain, et que du coup je réponds, et que tous ceux qui sont en train de contester, ils sont dangereux. Mais les deux, en fait, ont les mêmes systèmes de valeurs sous-jacents, souvent, qui est de protéger, de sécuriser, d'obtenir du bien-être pour les uns et pour les autres, mais d'une certaine façon. Alors je dis pas que dans ces histoires-là, tout le monde a toujours exactement les mêmes valeurs et les mêmes critères. Il y a des fois des gens qui... En fait, il y a des personnes qui pensent, pour plein de raisons politiques ou personnelles, que par exemple, on parlait des étrangers la dernière fois, et qu'on disait, oui, mais quelqu'un qui ne veut pas que les étrangers viennent en France, alors ça veut dire qu'il est raciste, non, et c'est pas bien. Mais lui cherche à protéger quelque chose, et celui qui dit, oui, les étrangers, c'est logique qu'ils puissent venir en France pour telle et telle raison, parce que moi je suis plutôt dans une vision humaniste, et donc, il cherche aussi à protéger les choses et les gens. Et c'est ça qui est marrant, c'est que chacun, en fait, pense bien faire, mais n'a pas simplement les mêmes critères, les mêmes idéaux, les mêmes croyances, les mêmes informations. Parce qu'il y en a un qui va te sortir des chiffres en disant « Oui, mais regarde, quand il y a les étrangers, il y a tel problème de chômage ou tel problème. » L'autre va dire « Oui, mais non, tu mets ces chiffres l'un en face de l'autre, mais ils n'ont rien à voir, parce qu'en fait, tu regardes, ça n'a rien changé. » Et donc, c'est notre ignorance et notre connaissance des choses qui va forger des croyances qui sont souvent très limitatives et qui va nous faire avoir des opinions et surtout monter nous faire réagir par des émotions, avoir des émotions qui vont nous faire réagir et avoir des comportements et des attitudes qui sont parfois plus problématiques que utiles pour servir nos valeurs profondes. Il y a quelqu'un qui dit qu'en fait, finalement, in fine, ce qui cherche à avoir raison, c'est notre ego. Le fait de vouloir avoir raison plus que notre système de valeurs. On défend plus... c'est plus notre ego qui est en jeu que le système de valeurs. Ouais, mais l'ego cherche à défendre un système de valeurs qui l'estime être moi. L'ego défend le moi. Moi, je pense. Moi, je crois. Moi, j'estime que. Et effectivement, c'est l'idée d'être dans l'ego, c'est de vouloir avoir raison, vouloir s'en sortir par rapport au monde extérieur. Enfin, vouloir se démarquer par rapport au monde extérieur, etc. Donc oui, évidemment, le fonctionnement de l'ego, mais quand on dit l'ego, c'est pas forcément... Là, ce que j'entends dans ce que dit la personne, c'est la personne ne pense qu'à elle dans cette histoire, elle fait les choses pour elle, mais pas toujours. Elle peut, oui, avoir envie de se défendre d'une certaine façon, mais elle peut aussi vouloir le faire pour elle et estimer que les autres devraient faire la même chose. Donc... quand une personne, par exemple, dit de mettre le masque, c'est une bonne chose parce que tu es solidaire, oui, non, oui et non, tu es aussi égoïste. Parce que être solidaire, c'est une valeur que tu as envie d'incarner, et dans ton égoïsme, tu te dis que c'est important d'être solidaire. Parce que si j'étais pas et vous voyez ce que je veux dire ? Je veux défendre cette valeur. Il y a peut-être d'autres personnes qui n'ont pas cette valeur, et dont je n'écoute pas les principes, ou je n'écoute pas les valeurs. Et dans ce cas-là, je ne suis pas altruiste. Et je ne suis pas solidaire avec ces personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Donc, du coup, on met le masque ou pas, Guillaume ? Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez en fonction de ce que vous estimez être le plus juste. Après, la société, à un moment donné, prend des décisions, ou un État prend des décisions pour la société, même si la société, dans sa grande majorité, n'est pas forcément d'accord. Et à un moment donné, on suit, ou on est plus ou moins amené à être obligé de suivre certaines règles. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas, soit on va avoir des amendes, soit on va se faire sortir des magasins, on ne pourra même plus s'acheter à manger,
enfin, il va y avoir une façon, les choses vont se structurer d'une façon où il y a pas forcément, le choix n'est pas forcément beaucoup laissé. Et si tu prends la liberté de faire autrement, tu prends le risque d'être hors la loi et de ne pas être en train de satisfaire les valeurs, ou en tout cas les croyances qui sont prônées et qui sont d'une certaine façon imposées, parfois de façon dogmatique par un système. Si je rentre dans un endroit de culte où faut enlever, où faut se décoiffer et que moi je garde ma coiffe, et que tout le monde me regarde de travers, voir qu'il y a quelqu'un qui prend l'initiative de dire « Monsieur, vous sortez parce que vous n'avez pas enlevé votre truc », ben je me fais exclure, alors que porter un chapeau, pour moi, dans mon système de croyance, ça n'a rien de problématique, ça va tuer personne. Oui, mais selon mon système de croyance religieux, c'est manquer de respect au Dieu auquel je crois que de ne pas enlever ta coiffe. Donc, selon mon système de croyance, ton comportement n'est pas acceptable, donc j'ai une émotion de rejet de qui tu es, et je suis mécontent de ce que tu fais, donc je ressens de la colère, et donc mon comportement, ça va être de venir te voir et de te dire tu peux pas rester là, il faut que tu dégages, parce qu'avec ton chapeau, tu manques de respect. Et la personne, si elle vient d'un endroit où alors elle n'a jamais vu ça, jamais entendu ça, elle est juste venue visiter une vieille église, ou un vieux lieu de culte, toi, peut se dire mais je me fais agresser là. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que à la fois cette personne qui met la personne dehors parce qu'elle n'a pas mis son chapeau, 2 secondes après, elle va dire « Oui, Seigneur, donne-moi la force d'aimer mon prochain, d'être dans la compassion et la compréhension de tous. » Et 2 secondes avant, elle aura foutu quelqu'un dehors parce qu'elle n'a pas respecté une règle qu'elle estime importante. Et pourquoi? Parce que tout ça, c'est lié à la façon dont la personne a été activée émotionnellement, le sentiment qu'elle nourrit, et cet état intérieur va la faire agir ou réagir et mettre en place un certain type de comportement. Donc, pour changer des comportements, pour faire évoluer sa vie, pour avancer, pour pouvoir mettre en place les choses qui sont plus adaptées pour nous, qui sont plus correctes pour nous, il est important d'aligner ses comportements avec sa façon de penser, avec sa façon de ressentir, et donc avec son système de valeurs et ses croyances. Et quand on a une croyance limitative qui nous empêche de satisfaire un système de valeurs, alors parfois elle va nous faire ressentir des choses qui ne sont pas adaptées pour satisfaire ce système de valeurs, parce que la croyance nous en empêche, et elle va nous faire avoir un sentiment négatif, et elle va nous faire avoir un comportement qui est inadapté, et à la fin, résultat des courses, dans notre environnement, on va se rendre compte qu'on est dans des situations ou avec des personnes qui nous critiquent nous jugent, nous critiquent ou se plaignent de notre comportement, ne sont pas d'accord avec notre comportement, et on va avoir l'impression que notre valeur n'est pas satisfaite. Et on va souvent dire que c'est à la faute des autres. Alors qu'en fait, c'est juste que moi-même, j'ai pas su comment bien m'aligner intérieurement entre ma valeur, la croyance qui devrait la servir, le système de sentiments, d'émotions, de sentiments et d'émotions qui est censé m'indiquer que c'est OK, et cette émotion et cet état intérieur qui est une énergie qui va me mettre en action, qui va me mettre en mouvement pour faire quelque chose qui va satisfaire la fameuse valeur. Donc, on va travailler sur ces fameuses alertes ou indicateurs. Moi, j'appelle ça des indicateurs émotionnels parce que ce sont un peu comme un tableau de bord personnel qui permet dans chacun des domaines, dans chaque domaine de sa vie, de sentir si je suis dans de la satisfaction ou dans de l'insatisfaction. Et quand je suis dans de la satisfaction, je vais avoir des indicateurs d'alerte, ce qu'on va appeler des indicateurs positifs, c'est-à-dire des bons sentiments, une bonne énergie, des bons ressentis. Donc on pourrait dire par exemple l'amour, le plaisir, la joie, l'attendrissement, la paix, le contentement, le plaisir, et toutes ces choses-là, le désir, pardon, vont m'indiquer que là il y a quelque chose qui est plutôt en lien avec ce qui est important pour moi, et en lien avec la satisfaction de ce qui est important pour moi. Et il va y avoir parfois des indicateurs du type le dégoût, le rejet, la tristesse, la peine, la colère, le mécontentement, la peur, qui vont être des alertes ou des indicateurs émotionnels qui sont en train de m'indiquer que je suis en train de m'opposer à mes systèmes de valeurs. C'est-à-dire que j'ai ma valeur au centre, et si je sens de l'amour et du plaisir, c'est sûrement qu'elle est en train d'être satisfaite. Si je ressens du dégoût et du rejet, c'est sûrement qu'elle est en train de ne pas être satisfaite et je suis dans une forme d'insatisfaction. D'accord?
Donc pareil pour les valeurs, mais pareil pour les besoins. J'ai un besoin par exemple de me sentir en lien avec quelqu'un. Cette personne n'est pas là ou part, je vais avoir de la tristesse et de la peine. C'est un indicateur que mon besoin de présence est en train d'être coupé. Donc j'ai une perte ou une séparation qui est en train de se faire, je ressens de la tristesse. Ou alors, la personne revient et on a un rapport agréable et dans ce cas-là, je ressens de la joie et de l'attendrissement et je suis en train de me rendre compte que mon besoin ou ma valeur de lien, par exemple, est satisfaite. Okay, donc évidemment, tout ça c'est super riche et super intéressant parce que vous allez pouvoir comprendre comment utiliser une émotion que vous pouvez percevoir comme négative parce qu'elle est désagréable et parce que c'est plutôt une émotion qui est liée avec de la satisfaction, comment vous pouvez l'utiliser comme un indicateur pour pouvoir revenir à ce que vous voulez vraiment, pour pouvoir revenir à des comportements, à des attitudes, à des choix qui vont satisfaire votre système de valeurs. Ou alors, ça peut être aussi de l'accueillir tout simplement, de la reconnaître et de l'accueillir et de dire Toujours. en fait je suis triste et c'est ok d'être triste et je vais l'exploiter pleinement et y aller à fond et me mettre une musique encore plus triste, mais l'idée c'est de mettre un mot sur ce qu'on ressent aussi, non? Ben, c'est un peu ce que je disais ce matin par rapport à un état de déprime et d'accueillir cet état et parfois de l'amplifier, de le laisser aller au bout parce qu'une émotion en fait c'est un mouvement, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui se présente dans le corps et qui est censé avoir un mouvement, te faire agir d'une certaine façon pour que ça s'arrête. Si tu le coupes en cours de route, si tu commences à avoir une tristesse mais que ah non je suis pas triste, ah non je suis pas triste, tu n'écoutes pas ou tu laisses pas ton corps aller jusqu'au bout et quand tu laisses pas ton corps aller jusqu'au bout, t'as pas de rebond. Et ce que tu disais là, c'est ce qu'on disait ce matin par rapport au fait de dire à quelqu'un si tu commences à te sentir déprimé, à la limite organise-toi une super déprime pendant toute une journée en mode je suis dans ma couette, etc. Laisse aller, accueille, c'est ok, voire amplifie. Moi souvent je fais amplifier les émotions des gens pour qu'ils sentent ouais, qu'est-ce qu'elle me donne comme information cette émotion. Personne n'est triste, je vais pas lui dire ok, arrête d'être triste, je vais dire ok. Imagine que cette tristesse augmente. Qu'est-ce que tu risques? Où est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça t'indique? Et donc il y a de l'accueil évidemment et de l'acceptation. Donc c'est très juste ce que tu dis, Cécile Flora, c'est que il est important d'accueillir son système émotionnel, même si d'abord tu l'accueilles, ensuite tu l'écoutes. En fait, l'accueillir, c'est se mettre à son écoute, sans le juger. C'est pas bien d'être triste, c'est pas bien d'être dans le rejet, c'est pas bien d'être dans la peur. Non, la peur m'indique qu'il y a un désir pour moi de sécurité en arrière-plan, qu'il y a un désir pour moi d'amour, qu'il y a un désir pour moi qu'il y a un désir autre. Et donc cette peur-là est en train de m'indiquer quelque chose. Le fait d'être en colère m'indique qu'il y a une règle, quelque chose qui n'est pas satisfait, ou quelque chose fait obstacle à la satisfaction d'un désir. Une personne, un principe, une loi qui a été imposée et qui m'empêche de satisfaire ce qui est important pour moi. Donc, c'est la colère qui vient en mode puissance de destruction, combativité. La colère, c'est de l'énergie combative. C'est pas mauvais. Mais si je suis en colère tout le temps, en train d'être en combat permanent avec tout le monde, et tu es en train de dire ouais, mais maintenant vous me faites chier, vous êtes toujours en train de me faire chier, ça va jamais comme je veux, bah là j'ai envie de dire, là tu vas pas obtenir de l'environnement ce que tu veux. C'est-à-dire que tu vas amplifier le phénomène. Sur le court terme. Voilà. Donc les types 8, parfois, en énéagramme, qui ont tendance à utiliser la colère comme un moyen de contrôle et de pression sur les autres et d'expression de je suis, voilà, c'est comme ça que je vais pouvoir avoir, vont avoir des gens qui vont suivre, qui vont se soumettre à cette colère, qui vont suivre le truc en disant ouais il a raison quand même, il a gueulé, t'as vu. Souvent c'est les gens qui disent oh là là, j'ai pas envie d'être en retard, ou là là je vais faire quoi, non mais sinon il va gueuler. Voilà, c'est des gens qui font flipper quoi. C'est voilà, ils font flipper et il y a des gens qui se soumettent et donc ils ont cette cape, donc du coup ils sont en dessus. Pourquoi ils sont chefs? Parce qu'ils font peur. Et ceux qui n'ont pas peur, ils disent oh tu me parles pas comme ça mec, tu me gueules pas comme ça dessus. C'est ah d'accord. Alors toi quand je gueule t'as pas peur, bah tu dégages, tu fais pas partie de mon cercle. Ce que je veux dans mon cercle c'est que des gens qui sont un peu, on pourrait dire soumis ou un peu sur lequel je peux avoir une certaine forme de contrôle et j'utilise la colère pour avoir du contrôle. Mais le truc c'est que ça tient avec certaines personnes, ça ne tiendra pas avec tout le monde et il y a des personnes qui ne tiendront pas dans le temps. C'est-à-dire qu'un jour le type 8 va être trahi par son meilleur allié parce qu'il aura trop peut-être parlé mal ou il aura peut-être trop dénigré, il aura tombé la pression
c'est qu'un jour, il risque de générer l'inverse de ce qu'il voulait. Au lieu de créer de la loyauté, il crée de la trahison. Personne va finir par partir ou pas parler en arrière-plan. Oui, il me parle mal, oui, moi je fais plein de trucs pour lui. Le type 2 en face qui va dire oui, tout ce que je fais pour lui, et j'arrête pas de me faire engueuler. Bref, je suis un peu parti dans l'énéagramme là, mais il y a un petit peu de cette dynamique-là. Donc attention, trop de tristesse aussi. Accueillir sa tristesse, c'est super, mais être sans cesse dans la tristesse et entretenir, c'est-à-dire se noyer dans son émotion. En fait, il y a plusieurs façons de gérer les émotions. Parfois, on est dans le racket émotionnel, on remplace une émotion par une autre pour que même nous-mêmes, on se dise « ouais, non, c'est pas vraiment ça que je ressens, je vais ressentir autre chose ». Parfois, on boit. Parfois, on se noie dedans. On patauge à l'intérieur. On est complètement... On est dans l'émotion négative. Et on s'identifie à ça. Je suis triste. Je suis colérique. Je suis dégoûté. Je suis rejeté ou je suis dans le rejet. J'ai peur. Enfin, quand j'ai peur, à la limite, c'est bien parce que c'est pas tout à fait je suis peur. Mais en tout cas, il y a un côté identitaire. D'accord ? Et non, tu n'es pas triste. Tu as de la tristesse qui est en train de traverser ton corps maintenant. Par rapport à une situation, et ça t'indique qu'il y a quelque chose que tu as perdu ou que tu es en train de perdre, ou avec lequel tu n'es plus en lien à l'intérieur de toi, ou pas en lien, et donc ça t'indique, plutôt que d'être dégoûté, ou enfin plutôt que d'être dans la culpabilité d'être triste et de pouvoir rien faire et de te sentir impuissant, ça t'indique que accueille cette tristesse parce qu'elle elle a un message intéressant pour toi, mais après pose-toi la question, en réalité, de quoi j'ai besoin ? Quel lien j'ai besoin de nourrir ? Qu'est-ce que j'ai besoin, vers quoi j'ai besoin de tendre dans ma vie future pour sentir que je ne ressens plus de tristesse. Et vous voyez bien comment on fait avec les enfants. Le nounours, il est perdu, ou il est cassé, ça pleure, l'enfant il pleure. Il est noyé dans sa tristesse, mon doudou, j'ai perdu mon doudou, etc. Et qu'est-ce que fait le parent pour éviter la tristesse ? Lui, il prend l'alerte émotionnelle comme étant un indicateur de là, ça commence à me casser les oreilles. Donc, ou alors, je suis triste pour mon enfant parce que j'aime pas le voir comme ça et j'ai du mal. Donc, je vais lui faire une promesse. Si tu arrêtes de pleurer, que tu es sage et que tu fais bien tes devoirs et que tu as ton bac et que tu te maries et que tu veux tout ce qu'il faut, quand tu auras 42 ans, je te rachèterai un doudou. Non, je plaisante. Mais non, mais en gros, c'est tout de suite, je te projette dans le fait de... En fait, je recrée un lien avec autre chose, avec du nouveau. Et moi, je me rappelle, ma fille avait perdu une poupée qui était... alors, je sais pas, là, je pars dans une histoire, je sais pas pourquoi elle me vient, et je sais même pas pourquoi je vais la raconter, donc ça se trouve, ça va rien à voir avec la choucroute. Du sac à dos, c'est pas grave. Du pingouin. Mais l'idée c'est que elle perd, donc elle laisse sa poupée sur un rocher quand on part en voiture, elle revient évidemment, la poupée n'est plus là. Et donc elle me dit ma poupée. Donc sa mère lui dit t'inquiète pas, la poupée il y en a d'autres et puis on peut t'en racheter une, je vais essayer de retrouver une. Elle dit oui mais c'est pas elle. C'est pas elle. Et donc on avait beau lui dire il y aura une nouvelle poupée ou machin, c'était pas sa poupée. Et donc je lui dis, pourquoi t'es triste ? Elle me dit, ma pauvre poupée, elle est toute seule. Elle est perdue. Et moi je lui dis, ah ouais. Et je lui dis, donc toi t'es sans ta poupée elle est sans toi, donc automatiquement le lien, donc c'est de la tristesse, le lien est coupé. Vous êtes perdus toutes les deux séparément, etc. Elle me dit, oui, c'est ça et tout. Donc déjà le fait que je lui dise ça, déjà, ça commence à calmer un peu le jeu. Et donc je lui dis, tu sais quoi ? Moi, je me dis que si la poupée, elle est plus sur un rocher, c'est qu'à mon avis, il a dû y avoir une petite fille qui a dû passer à côté, qui, elle, devait être triste parce qu'elle n'avait pas de poupée. Et peut-être qu'elle a été toute contente de trouver ta poupée, et qu'elles se sont trouvées toutes les deux, et que finalement, toutes les deux, elles se rendent heureuses. Ta poupée, elle est heureuse avec cette petite fille, et que cette petite fille est heureuse avec ta poupée. Et que du coup, c'est une autre petite fille où ta poupée sera avec une autre petite fille, et toi, tu peux imaginer que tu vas pouvoir avoir une autre poupée avec laquelle tu vas machin. Bon, en gros, voilà, j'emmène dans un truc un peu comme ça. Et ça a réussi à lui faire un switch. Émotionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a des promesses. D'une certaine façon, c'est pas du « Eh ben oui, ta poupée,
elle est perdue. Et tu vas arrêter de pleurer. Non, rien. Rien. Juste la réalité. Ta poupée est perdue. Normalement, limite, c'est ça qu'on devrait dire. C'est la réalité. Jusqu'à ce qu'elle trouve elle-même, la laisser pleurer et dire ok, bah pleure, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu trouves à l'intérieur de toi le moyen de te faire une raison par rapport au fait que la poupée est perdue. Papa, il va pas pouvoir la retrouver comme ça. T'en racheter une, ce sera pas exactement la même chose. Et te faire une promesse. Bah, vous voyez, souvent on utilise ça. Et donc on fait ça, nous, dans notre tête. Hein, tout le temps. Quand on n'est pas bien émotionnellement, au lieu d'accueillir et d'accepter la réalité, on se projette, on se fait des promesses à nous-mêmes, où on essaye de se raccrocher à quelque chose qui arrivera après et qui sera soulageant pour nous. Parce qu'on ne supporte pas de rester dans ces émotions, dans ces alertes-là. Et en même temps, ces alertes-là, elles peuvent être justement de bons indicateurs pour nous aider à retrouver des façons de fonctionner, mettre en place des nouveaux comportements, des nouvelles façons de faire des choix différents, prendre des nouvelles décisions pour pouvoir satisfaire ce qui est important pour nous. Donc si je suis seul chez moi à me plaindre que je suis triste parce que j'ai plus de lien, parce que je suis tout seul, parce que j'ai été amoureux pendant un temps ou que j'ai été en couple, que je ne le suis plus, et que d'une certaine façon, même quand les gens me proposent, viennent me voir, ils me disent mais t'as qu'à, viens on sort, viens on fait des soirées, viens, et que moi en fait je continue d'alimenter ma tristesse en disant mais non je suis seul, et puis si je viens à cette soirée je vais pas réussir à être, je vais vous ennuyer, je vais vous plomber, et puis que les gens ils disent mais non tu vas pas nous plomber, puis même si t'es triste c'est pas grave, on s'en fiche, mais viens tu vas rencontrer du monde, ça te faire du bien. Ben, parfois les gens, non, ils se noient dans leur ils entretiennent, ils alimentent, j'ai presque envie de dire, plutôt que de laisser la source se tarir, et éventuellement de se poser la question de dire ok, qu'est-ce que je peux faire de ça maintenant pour aller vers autre chose. Ok, donc on va travailler aujourd'hui sur cette notion d'identifier, pour que vous soyez super bien en conscience de ça, d'identifier quels sont les alertes ou les indicateurs émotionnels qui sont plutôt de l'ordre de l'insatisfaction, donc on va dire les indicateurs négatifs, qui font que vous vous rendez compte, grâce à ça, que dans les domaines de vie importants pour vous, où il y a des valeurs que vous avez envie de satisfaire, c'est le siège, c'est pas moi. Hein, je commence. Ah, je précise. Là, parce que j'ai vu les yeux qu'on fait. Et donc du coup, les indicateurs émotionnels qui font que vous pouvez voir que dans votre vie professionnelle, dans votre vie, dans le domaine de vie important pour vous actuellement, à transformer, à faire évoluer, ça peut être pro, perso, social, etc., bah, qu'effectivement il y a des manques, ou qu'il y a des choses qui ne sont pas comme vous voudriez. Et qu'il y a peut-être quelques comportements à changer si vous voulez aller de nouveau vers des alertes émotionnelles qui sont positives. Mais on va aussi utiliser les alertes émotionnelles, les systèmes d'alerte émotionnelle positive pour... Putain, vous avez vu quelque chose, non? Non? Moi, j'étais en train de me dire, c'est de la neige ou de la pluie en fait. Ah, C'est tout. je crois que c'est de la pluie. La pluie. Donc vous allez avoir aussi tout un travail à faire pour voir dans les domaines de vie dans lesquels vous voulez faire évoluer votre vie dans les temps à venir, toutes les alertes émotionnelles qui peuvent vous être des bons indicateurs de vous être je suis sur la bonne route. Parce que vous avez vos propres systèmes d'indication émotionnelle. Hein, c'est de la modélisation, c'est du stratex, c'est dans les stratégies d'excellence. On peut se dire, moi, quand j'ai tel et tel type, tiens d'ailleurs, tu peux peut-être, Cécile Flora, donner un ou deux exemples, quand j'ai tel et tel type de façon d'agir, de façon de réagir, de ressenti, ça m'indique que là, ça va foirer, ou je vais me laisser entraîner dans un truc qui va foirer. Et quand j'ai plutôt tel ou tel type de sentiment, d'état interne ou d'émotion, je sais que je suis plutôt sur la bonne voie pour faire les choses dans le bon sens qui vont me servir. Bah, par exemple, je sais que si je suis cynique, c'est un des comportements qui est une alerte émotionnelle négative. Quand je commence à être cynique, ça veut dire que c'est plutôt de l'ordre de la colère. Enfin, pas de la colère, mais en tout cas de l'agacement. Quand je suis agacée, je commence à être cynique. Et quand je m'entends être cynique, je sais qu'en fait, j'ai juste pas dit à une personne ce qui me déplaisait parce que j'ai pas su le faire. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'aller sur du cynisme et des petits pics et des remarques désobligeantes. Donc, quand D'exprimer ton besoin. Ouais. Ou d'exprimer ce qui t'a gêné en toi et de l'exposer en disant bah là j'ai pas aimé ça, ou je me suis senti touché par ça, ou je me suis senti blessé par ça. Donc, heureusement, j'ai toujours Julien qui dit quel est ton besoin. Non mais c'est important. Et donc du coup on peut aller voir qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Après ça peut être ça dans un bon rapport avec quelqu'un, c'est
Ah, désolé, ok, je suis désolé, je pensais pas te blesser en disant ça. Ou j'ai un peu voulu te blesser parce que toi-même ce matin tu m'as dit un truc qui m'a contrarié. Alors du coup, moi aussi j'étais un peu cynique ou ironique en te sortant une petite phrase. Et en fait, on peut rendre des fois, ça peut être un peu l'escalade de la violence. Et, bah, des fois on peut aussi s'écouter et se dire ok, ah ouais, ok, je t'ai blessé. Je prends en considération que tu as été blessé. Ça parle à 2-3 personnes, j'ai l'impression. Par exemple, imaginons une situation, mais alors vraiment complètement inventée. Le Tu te sushi. dis, tiens, j'ai envie de manger des sushis en imaginant des sushis avec des bons sushis avec du saumon dessus. Tu commandes pour plus de 100 € de sushis et quand les sushis arrivent, il n'y a pas un sushi, il n'y en a pas un seul qui correspond à ce que tu as commandé. Et là, il y a quelqu'un qui te fait, ouais, mais on s'en fout, regarde, il y a des crevettes. Non, mais voilà, il y a des crevettes. Et là, toi, tu dis, Oh, oui, c'est mais orange. non, Ça va mais dans l'eau. non, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais Ah, tu, c'est bon. tu sens que t'es pas considéré à ce moment-là. Tu vois que la personne, elle dit pas, ah bah oui, je comprends, bah ouais, tu voulais ce sushi, ok, tu veux qu'on rappelle la personne? Ouais, non, laisse tomber, ça sert à rien, on va pas le rappeler. Tout ça. Donc du coup, après, la personne, elle défend son système. Oh non, ça me fait chier, non, non, non. Les autres le taclent. Ah bah, il va pas nous faire chier avec tes sushis, non. Et ça peut créer. Voilà. Mais évidemment, cette situation est tout à fait imaginée et ne s'est jamais déroulée. Et il y a un jeune garçon qui dit il va être- je comprends. Et évidemment, je n'ai pas utilisé de cynisme pour dire qu'une crevette et du saumon c'était orange et que ça flottait, que t'allais pas nous faire chier. Hein. Oui, Bon, Et que si Oh. tu veux, là il y a du riz et il y a un bout de saumon. hop. Tu apprends et ça. c'est comme quand tu commandes un bœuf bourguignon et que tu reçois un poulet aux olives et que le gars te dit bah attends, c'est pareil, c'est un animal, ça court, voilà, c'est de la viande quoi, tu vas pas nous emmerder. Et que la personne en face elle dit c'est bon, tu vas pas nous emmerder avec ton bœuf bourguignon quand même, t'as à bouffer là. Bon, non mais c'est pour dire effectivement que de la considération, notre propre considération à l'égard de nous-mêmes, à l'égard de nos propres émotions, notre propre reconnaissance qu'il y a des choses importantes pour nous qui ne sont pas satisfaites et que ça génère des mal-être ou ça génère des états internes négatifs. Et le fait de savoir le faire chez les autres, c'est hyper important si on veut avoir des relations qui soient plus vivables, plus agréables, plus viables et éviter de rentrer dans des jeux psychologiques et éviter de rentrer dans des trucs de bourreau, victime, cynisme, pique, je te casse parce que je reconnais pas à un moment donné que toi là à ce moment-là t'as vécu un truc désagréable. Souvent les gens ont envie qu'on les considère, mais alors s'ils se sont pas du tout sentis considérés, ils vont jamais considérer les autres et dire bah, de toute façon on ne me considère jamais, donc je vois pas pourquoi je considérerais les autres. Et ça peut rentrer dans des systèmes qui sont pas ok en termes relationnels. Donc de bien connaître ces alertes émotionnelles, à la fois ces indicateurs émotionnels qui sont un peu comme un GPS intérieur qui va indiquer ce qui est satisfaisant ou pas, ce que je peux ou pas satisfaire, comment je peux m'y prendre pour satisfaire ces choses, que ce soit des besoins ou des valeurs. C'est primordial quand on fait un travail de développement personnel. Et donc on va rentrer dans les exercices pour aller un petit peu plus loin dans ce domaine. Ok. On vous embrasse les amis. Bisous, bisous.